Bonjour à tous. Alors nous recevons tout de suite à l'instant François Gémen qui est. Bonjour. Bonjour François. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Vous êtes chercheur, enseignant, vous êtes spécialiste du changement climatique et plus spécifiquement des questions géopolitiques qui sont liées au changement de l'environnement global. Et peut-être que la première question qu'on a envie de vous poser en ces temps de post-confinement, c'est la manière dont des chercheurs comme vous ont compris, ont reçu, ont observé toutes ces mesures extrêmement drastiques qui ont été prises par de nombreux gouvernements pour faire face à l'épidémie de Covid-19, mesures qui sont allées jusqu'à la mise à l'arrêt de nos économies et mesures qui ne sont toujours pas prises pour lutter contre un risque qui est malgré tout plus important, plus durable et même irréversible qu'est le changement climatique. Comment est-ce que vous avez observé tout ça? Avec un petit peu d'amertume peut-être? D'amertume, non. D'étonnement, certainement. C'est vrai que par rapport au changement climatique, on avait toujours dit qu'il était impossible de prendre des mesures trop drastiques, qu'il fallait aller progressivement, que des mesures trop drastiques ou trop coûteuses ne seraient jamais acceptées par la population. Et puis c'est vrai que là, d'un coup, face au coronavirus, on a vu les gouvernements capables, malgré tout ce qu'on avait dit, de prendre des mesures radicales, extraordinairement contraignantes pour la population et pour l'économie, et surtout extraordinairement coûteuses, puisqu'au fond, on a créé une crise économique artificielle pour sauver les vies des plus fragiles, des plus âgés dans la population. Et en soi, c'est relativement remarquable. Et donc, naturellement, pour tous ceux qui travaillent sur le changement climatique, ça débouche sur une question. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous avons été capables de le faire pour le coronavirus et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de prendre des mesures aussi drastiques, aussi radicales et aussi coûteuses contre le changement climatique. Et je crois que la réponse à cette question, elle est simple. C'est simplement parce que nous avons bien davantage peur du coronavirus que nous n'avons peur du changement climatique. Pour le coronavirus, on craint de l'attraper nous-mêmes, on craint de contracter soi-même la maladie ou alors nos proches. On voit que des gens comme Tom Hanks, comme Boris Johnson, c'est-à-dire des gens riches et puissants, sont aussi touchés par la maladie. Donc on se dit, oulala, si même eux sont touchés, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Et à l'inverse, le changement climatique, ça nous apparaît toujours comme quelque chose de très lointain, comme quelque chose de très distant, comme quelque chose qui va arriver aux autres avant de nous arriver à nous-mêmes. J'ai été frappé, par exemple, de voir comme on avait tous les jours, pour le coronavirus, les yeux sur des courbes d'hospitalisation ou de décès, et comme les courbes qui traitent du changement climatique, ce sont des courbes à horizon 2050 ou à 2100. C'est neutralité carbone en 2050, c'est plus 2 degrés en 2100, comme si, quelque part, il y avait une distance qu'on créait entre nous et le changement climatique. Et j'étais frappé de voir plusieurs tribunes ou plusieurs dessins de presse qui montraient le changement climatique comme la nouvelle vague, comme la nouvelle crise à venir, alors qu'en réalité, le changement climatique, il est déjà là et depuis longtemps. Et c'est le changement climatique qui aurait dû nous alerter, en quelque sorte, sur des risques de pandémie et pas l'inverse. Et donc, je crois qu'il y a là une leçon très importante à tirer pour nous qui travaillons ou qui nous intéressons au changement climatique, c'est-à-dire la nécessité de rendre la question climatique plus proche des préoccupations des citoyens si on veut que des mesures plus radicales soient prises et soient prises rapidement. Alors, je précise que Odile Deplat va modérer cette rencontre et qu'elle prendra les questions des festivaliers qui sont nombreux connectés. Vous disiez donc qu'il fallait communiquer un petit peu autrement, ces fameux risques qui sont liés au changement climatique. On voit que la santé, c'est un déterminant assez fort, c'est quelque chose qui inquiète, pour soi et pour ses proches, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on sait des impacts sanitaires possibles, prévisibles du changement climatique dans les années, les décennies qui viennent? Est-ce qu'il y aura un impact sanitaire fort, de manière certaine, de manière démontrable de ce changement global? Absolument. Et je dirais que cet impact sanitaire, il est déjà là. Et que, par exemple, la distribution géographique de toute une série de maladies infectieuses, je pense à des maladies comme la malaria, évidemment, mais aussi comme la chikungunya, comme la dengue, comme la maladie de Lyme, toutes ces maladies infectieuses qui se transmettent, donc souvent via des insectes, des moustiques, ont une distribution géographique qui va énormément dépendre des conditions de chaleur et d'humidité. Ça veut dire que quand les conditions de chaleur et d'humidité se transforment, comme c'est le cas évidemment sous l'influence du changement climatique, eh bien ça veut dire que les zones touchées par ces maladies se transforment également. C'est pour ça que la recrudescence, par exemple, de la maladie de Lyme, qui est une maladie des terminaisons nerveuses transmise par des tiques qu'on observe en Europe, eh bien beaucoup estiment que c'est déjà lié aux effets du changement climatique. Ça, c'est un premier effet sur les maladies infectieuses.
Deuxième effet dont on ne se rend peut-être pas compte, c'est sur les allergies. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui de plus en plus d'allergènes en raison du changement climatique, et ça veut dire que les gens développent de plus en plus d'allergies. Troisième impact, je dirais, c'est sur les questions d'alimentation et de nutrition. Évidemment, il faut savoir que environ la moitié de la population en Afrique subsaharienne, par exemple, dépend de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable à tout changement de la température ou de la pluviométrie. En d'autres termes, dès qu'il fait un peu plus chaud ou dès qu'il pleut un peu moins que d'habitude, les familles n'ont plus de récolte, n'ont plus de quoi se nourrir. Et on sait malheureusement que la malnutrition, c'est la première cause de mortalité infantile dans le monde. Et puis, en dehors de ces impacts qui sont déjà documentés, déjà à l'œuvre aujourd'hui, il y a un très gros risque qui concerne la fonte du pergélisol, c'est-à-dire la partie du sol qui est gelée en permanence et qui recouvre à peu près 1/5 des terres émergées sur Terre, notamment en Sibérie ou au Canada. On sait que ce pergélisol renferme de grandes quantités de bactéries et de virus qui nous sont encore inconnus. Et donc, si ce pergélisol venait à fondre, comme c'est malheureusement déjà un peu le cas maintenant, non seulement il libérerait dans l'atmosphère une très grande quantité de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant, et donc ça serait catastrophique pour le changement climatique, mais il libérerait également des virus et des bactéries qui nous sont encore inconnus. Alors, vous disiez à l'instant hein, que le déterminant sanitaire était quelque chose de très fort hein, pour mobiliser l'action publique. Est-ce qu'on n'est pas dans le domaine climatique face à une sorte de mur de complexité? On a vu que, par exemple, pour le Covid, on suivait comme ça en temps réel des courbes d'hospitalisation. On pouvait attribuer de manière absolument certaine un nombre d'hospitalisations, un nombre de morts à cette maladie, alors que sur la question climatique, on en reste quand même à des considérations très quantitatives, très qualitatives, pardon, et on n'entre jamais dans le quantitatif. On n'est pas capable de dire le changement climatique, telle année, ça a coûté tant de vies humaines, tant de dégâts, etc. C'est très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de mur de complexité que la science et la manière de communiquer la science au public ne pourra jamais franchir? Je dirais qu'effectivement, il y a un défi scientifique considérable qui concerne simplement la question de l'attribution. C'est-à-dire qu'il est impossible de dire que pour tel événement climatique, c'est directement le résultat du changement climatique. Mais c'est un peu le même problème que celui qu'on a en santé publique, par exemple, avec le tabagisme et le cancer du poumon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fumé toute leur vie et qui meurent écrasés par un bus. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'ont jamais fumé une cigarette de leur vie et qui développent quand même un cancer du poumon. Reste qu'il y a bien une très forte corrélation entre le tabagisme et le cancer du poumon. Je pense qu'il faut raisonner de la même manière avec le changement climatique, même si nous ne pouvons pas attribuer précisément tel événement au changement climatique. Je pense qu'il faut quand même faire émerger des corrélations qui soient assez fortes et qui sont aujourd'hui assez documentées. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a aussi quand même une série d'indicateurs quantitatifs qui existent et qui sont tout à fait inconnus du grand public. Par exemple, le taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il est documenté semaine après semaine. Il est aujourd'hui de 417 parties par million. C'est un chiffre tout à fait important. Peu de gens le connaissent et peu de gens savent ce qu'il signifie. Moi, quand je suis né en 1980, ce taux était de 337 parties par million. Ça veut donc dire qu'on progresse très, très rapidement. Mais je pense que les gens n'ont pas du tout conscience de cela. Et donc, moi, je plaide beaucoup pour qu'on mette en place une sorte de météo du carbone, qu'en même temps qu'on annonce s'il va faire beau ou pluvieux le lendemain, on annonce chaque jour ou chaque semaine quelle est l'évolution du taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je pense que vraiment, si on avait des indicateurs qui soient plus immédiats, je pense que ça parlerait beaucoup plus aux gens et cela donnerait une proximité beaucoup plus grande avec le changement climatique. Le problème vraiment, c'est qu'en ayant des courbes à 2050 ou à 2100, on se trouve sur des horizons qui dépassent l'espérance de vie de beaucoup et qui ne disent rien à personne. Soyons clairs, si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, eh bien vraisemblablement, je continuerai à boire de la bière et à manger des cochonneries jusque 2029 et ça ne sera vraiment que lorsque je serai au pied du mur que je me mettrai à agir. Je crois qu'on a effectivement ce même phénomène de distanciation par rapport à ces objectifs à 2050 ou à 2100. Finalement, on oubliera d'ici quelques années qu'on a même pris ces objectifs et on prend des objectifs à horizon aussi lointain parce que forcément, ceux qui ont pris ces objectifs savent très bien qu'ils sont sortis de charge, voire même carrément morts au moment où le terme de ces objectifs sera atteint.
Mmh. Alors là, vous parlez, de la perception de tout un chacun de ces problèmes, hein, qui c'est effectivement très difficile de projeter sur soi-même ou sur son avenir proche des choses aussi, abstraites que, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou l'élévation du niveau marin en 2050 et cetera. Mais pour nos dirigeants, est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment informés de ce qui est en train de se produire, de ce qui va se produire? Ou est-ce que, à votre avis, ils restent dans un niveau d'information qui est trop faible ou trop voilà, qui n'est pas suffisant pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposeraient. Là, on a vu, par exemple, avec l'épidémie de Covid-19, tout un aréopage de scientifiques, de savants, d'épidémiologistes, d'infectiologues se regrouper autour des différents gouvernements et donner des conseils qui, en général, ont été suivis plus ou moins bien, hein, mais malgré tout, ces conseils ont été entendus. Pourquoi ça ne fonctionne pas avec le changement climatique? Parce que, effectivement, je pense qu'il y a encore aujourd'hui un déficit de formation ou d'information de la part des dirigeants, que ce soit des dirigeants politiques ou que ce soit des cadres dans les grandes entreprises. Lorsque la France reçoit la charge de l'organisation de la COP 21 en 2015, il est frappant de savoir que ni François Hollande ni Laurent Fabius ne savent exactement de quoi ils retournent, et ils vont tous les deux avoir l'humilité, et c'est à leur honneur, de prendre des cours particuliers, de prendre des leçons pour apprendre quels sont les enjeux de cette COP21 qu'ils vont devoir organiser. Et je crois que la plupart des dirigeants actuels et des cadres sont passés par, soit en France, soit par l'ENA, par Sciences Po ou par des écoles de commerce, et n'ont pas véritablement reçu au cours de leur formation, je dirais, une formation sur les grands équilibres de la planète. Et donc le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont sans doute très compétents en matière de cybersécurité, de maintien de l'ordre ou de discipline fiscale, mais qui par contre n'ont jamais véritablement appris quels étaient les grands équilibres de la Terre, ou lorsqu'ils en ont entendu parler, c'était comme d'une matière secondaire, comme d'une matière option, qu'ils vont avoir volontiers tendance à confier à des gens, je dirais, davantage versés dans la technique ou la technologie. Et je pense que vraiment là, il y a une erreur. Souvent, on pense qu'une des clés de la solution contre le changement climatique, ça va être l'éducation des jeunes générations, la réforme des programmes scolaires. Tout ça est évidemment très important, mais il y a un gros enjeu, je dirais, de formation des cadres et des dirigeants actuels, parce que souvent, c'est quelque chose à côté de quoi ils sont passés, et je crois que c'est aussi un vrai problème qu'on a en Europe, et d'ailleurs plus largement dans le monde, dans la manière dont on va organiser l'enseignement et produire la connaissance en séparant strictement les sciences naturelles des sciences sociales. Vous allez être dans un cursus de sciences naturelles et vous allez quasiment jamais faire des sciences sociales, ou vous allez être dans un cursus de sciences sociales et vous allez fuir devant un graphe ou devant une équation. Et je crois que c'est un vrai problème aujourd'hui dans la manière dont on produit la science et la connaissance. Je pense qu'il faut absolument rapprocher davantage les sciences naturelles des sciences sociales, parce qu'au fond, on traite des mêmes sujets. Alors, je rappelle que les festivaliers peuvent adresser leurs questions, hein, sur Facebook, à Odile Deplat. Une question qui vient et qui, en gros, traite de la question des mesures drastiques dont vous avez parlé, qui seraient à mettre en œuvre rapidement pour lutter contre le changement climatique. Quel serait l'éventail des mesures à mettre en place le plus rapidement possible pour commencer à adresser ce problème qui, pour l'instant, ne l'est pas? Mesure numéro 1, mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Ces subventions sont à la fois des subventions publiques, qui restent tout à fait considérables, notamment via des exemptions fiscales, via des niches fiscales, ou ça reste aussi des financements directs, notamment via des banques commerciales dans des projets d'exploitation des énergies fossiles. Et je crois véritablement que si on veut actionner un levier décisif dans l'action contre le changement climatique, il faut actionner ce levier des financements et des subventions. Et j'ai envie de dire, la crise actuelle fournit l'opportunité de remettre à plat ces subventions. Pour moi, c'est vraiment un des grands points aveugles de la lutte contre le changement climatique, et c'est véritablement une question à laquelle il faut d'urgence s'activer. En France, encore aujourd'hui, pour 1 euro de subvention publique aux énergies renouvelables, on donne encore 2 euros de subvention publique aux énergies fossiles. Et donc, tant qu'on va biaiser à ce point, je dirais, le marché de l'énergie, on ne va pas véritablement permettre la transition énergétique. De la même manière, quand on pense aux questions de financement privé, on a aujourd'hui un marché de l'énergie qui est complètement financiarisé. Ça veut dire que sur cette ressource essentielle, on a complètement laissé les marchés financiers
décider de l'offre et de la demande, avec parfois des situations délirantes comme celle qu'on a connue en mai, où les cours du pétrole sont passés en négatif. Je pense que vraiment, une mesure prioritaire, ça serait de reprendre la main sur ces marchés de l'énergie, de les définanciariser. Ça passe par l'arrêt d'un certain nombre de financements via des banques commerciales et aussi d'arrêter absolument les subventions publiques aux énergies fossiles. Souvent, je suis frappé de voir comme beaucoup de gens sont prêts à modifier leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de vie pour réduire leur empreinte carbone, mais ne réalisent pas que souvent, l'essentiel de leur empreinte carbone, elle se trouve dans leur épargne. Et pour beaucoup de Français ou parmi ceux qui nous regardent, qui ont des produits d'épargne de type assurance vie ou plan d'épargne logement dans des banques commerciales classiques, eh bien, ils doivent savoir qu'à leur insu, ils financent les énergies fossiles. Et ça me paraît être un point tout à fait important de l'empreinte carbone individuelle et vraiment un levier prioritaire à actionner dans la lutte contre le changement climatique. Alors, derrière ces questions, il y a aussi bien évidemment des questions idéologiques très prégnantes. La théorie économique, disons, mainstream, mise beaucoup sur la capacité du marché à résoudre tout un tas de problèmes. Là, vous avez parlé à l'instant de cette question cruciale des subventions publiques. Est-ce que même si on résout cette question des subventions publiques, est-ce que les mécanismes de marché, tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, sont susceptibles de pouvoir résoudre le problème? Est-ce que le marché peut réussir à équilibrer les choses comme on pense qu'il est capable de les équilibrer pour tout un tas d'autres problèmes? Je dirais que le problème aujourd'hui sur un certain nombre de marchés, c'est qu'on n'a plus une véritable économie de marché qui fonctionne. En d'autres termes, l'équilibre du marché ne se situe plus à l'équilibre de l'offre et de la demande, mais on est sur des marchés qui sont sur des marchés de pure spéculation. Et singulièrement, les marchés de l'énergie, mais aussi les marchés de l'alimentation, ce qu'on appelle les marchés de commodités, sont aujourd'hui devenus des marchés de pure spéculation. Et je crois que là, on a un vrai problème de régulation de ces marchés. Alors certains disent il faut absolument sortir ces biens d'impérieuse nécessité des logiques de marché. Pourquoi pas? Si c'était possible, évidemment, j'y serais le premier favorable. Mais je crois qu'en attendant, la priorité, c'est de définanciariser ces marchés, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit plus des marchés de spéculation. On avait l'opportunité de réguler ces marchés après la crise économique et financière de 2008-2009. On ne l'a pas fait, c'est très regrettable. J'espère qu'on pourra au moins le faire cette fois-ci. Sinon, on se trouve dans des situations complètement absurdes. Et la situation complètement absurde, c'est celle qu'on a connue il y a 2 mois avec les cours du pétrole. C'est-à-dire que les cours passaient en négatif simplement parce qu'on restait à des niveaux de production très élevés, qu'on ne pouvait pas arrêter, on ne pouvait pas réduire la production, notamment sous peine de perdre complètement l'exploitation. Et on n'avait plus aucun endroit où stocker le pétrole qu'on n'usait plus. Ça prouve bien à quel point un marché de pure spéculation tourne fou et à quel point il doit être régulé. Alors, on sait que ces marchés, précisément, sont très sensibles à l'information, ils sont très sensibles à la communication d'un certain nombre de choses. On l'a vu à propos du Covid-19, comment les marchés se sont brutalement effondrés quand les premières mesures ont été prises par différents gouvernements pour arrêter leur économie. J'ai une question un petit peu, disons, politiquement incorrecte. Est-ce que la communauté scientifique à laquelle vous appartenez a correctement rempli son rôle dans justement la communication de ces risques? On en parlait tout à l'heure, la communication de ces risques, elle reste quand même assez virtuelle. Chacun a beaucoup de mal à se projeter dans ce qui pourrait lui arriver du fait du changement climatique. Est-ce que, par exemple, en insistant beaucoup sur l'orthodoxie scientifique qui, par exemple, interdit d'attribuer un événement exceptionnel au changement climatique directement, de la même manière qu'un fumeur qui contracte un cancer du poumon, c'est très difficile de démontrer que c'est sa consommation de cigarettes qui a déclenché ce cancer. Est-ce que finalement, en restant très rigide sur la manière de communiquer les risques, est-ce que la communauté scientifique n'a pas joué un petit peu contre son camp, en quelque sorte? D'une certaine manière, oui. Je pense qu'il faut pouvoir reconnaître une série d'erreurs de communication qui ont été faites. C'est vrai que au GIEC, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point nous sommes extraordinairement prudents dans ce que nous énonçons. Il faut savoir que tout ce qui figure dans les rapports du GIEC, par exemple, est décidé par consensus et que forcément, tous les chercheurs n'ont pas la même sensibilité. Si vous avez 3 modèles climatiques, un modèle qui dit 10, un modèle qui dit 20 et un modèle qui dit 30, on va dire dans le rapport, ce sera au moins 10.
Mais forcément, si vous êtes derrière le modèle qui dit 30, vous allez dire c'est trop conservateur que de dire c'est au moins 10. Un exemple typique de cela, c'est la hausse du niveau des mers. Par exemple, la hausse du niveau des mers a été très longtemps sous-estimée à dessein dans les rapports du GIEC, notamment parce qu'on ne parvenait pas encore bien à modéliser la contribution de la fonte des glaces à la hausse du niveau des mers. On parvenait à modéliser l'effet de l'expansion thermique des océans, c'est-à-dire le fait que plus l'eau est chaude, plus elle prend de la place, mais on ne parvenait pas encore bien à modéliser la contribution de la fonte des glaces, qui pourtant contribue à peu près pour moitié à la hausse du niveau des mers. Et donc, de ce fait, on disait ce sera au moins 50 ou 60 centimètres, en sachant parfaitement que ça serait sans doute environ 2 fois plus. Et donc, oui, je crois que, d'une certaine manière, nous avons été sans doute trop prudents. Une autre erreur, je crois, que nous avons faite, ça a été de donner des horizons trop lointains, parce que les modèles climatiques sont calibrés sur des horizons lointains, et de ce fait, nous avons créé une certaine forme de distance entre le public et les risques associés au changement climatique. De la même manière, puisqu'on discute des questions de santé, je pense que les questions sanitaires liées au changement climatique, mais aussi les autres impacts humains, que ce soit les migrations, les questions de conflit et de sécurité, n'ont pas suffisamment été médiatisées. De ce fait, beaucoup ont considéré le changement climatique uniquement comme une question d'environnement qui allait uniquement toucher les écosystèmes et qui ne concernait pas vraiment les humains et la société. Et donc, je crois que ça fait partie des erreurs que nous avons faites, mais ce sont des erreurs qui, quelque part, étaient motivées par un excès de prudence. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui à quel point le public est sensible aux controverses scientifiques. On a vu encore, évidemment, le cas de la controverse autour de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult. Et donc, on voit bien que si, quelque part, on n'a pas un discours scientifique relativement consensuel, et si on a des voix discordantes et dissonantes, on voit à quel point le public est perdu. Et donc, je pense que si l'on veut avoir une communication scientifique sur le changement climatique qui soit, je dirais, plus incisive et qui peut-être un peu moins conservatrice, il faut aussi pouvoir former le public à la méthode scientifique. Et je crois que ce qui fait que, comme vous le disiez, Stéphane, on a parfois de telles réactions d'emballement du public ou des marchés à certaines informations scientifiques, c'est aussi le fait qu'il y a peu de formation dans le public à la méthode scientifique et que quelque part, il faut pouvoir informer les gens du pourquoi un post sur Facebook n'a pas la même valeur scientifique qu'un article publié dans une revue et pourquoi, même avec un mécanisme de revue par les pairs, il peut parfois y avoir des erreurs. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'alphabétisation scientifique du public si on veut effectivement que le discours des scientifiques participe davantage du débat public. Alors, moi, je suis toujours frappé par cette injonction qui revient souvent, comme qu'il faut former le public, former les médias justement à la méthode scientifique, à la rationalité, à l'esprit critique, etc. Mais la plupart des climato-sceptiques qui se sont exprimés ces dernières années dans le débat public, eux-mêmes étaient des scientifiques. Et eux-mêmes, ils avaient une solide formation scientifique. Parfois, ils étaient des scientifiques prestigieux appartenant à d'autres disciplines. Est-ce que c'est vraiment le ressort? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que le public va pouvoir s'approprier comme ça toute cette culture scientifique sans jamais la détourner, comme le font eux-mêmes un certain nombre de scientifiques prestigieux? On a vu en France Claude Allègre, Vincent Courtillot, qui il y a une dizaine d'années ont propagé quand même durablement cette vulgate climato-sceptique dans l'opinion. Est-ce que c'est le bon levier? Effectivement. Je pense que c'est un des leviers. Je pense que quelque part, un des problèmes pour lesquels des scientifiques comme Claude Allègre ou comme Vincent Courtillot ont eu un tel écho, et notamment un tel écho médiatique, c'est que les gens avaient parfois l'impression qu'il y avait un point de vue, le point de vue du GIEC ou des climatologues, et face à eux, le point de vue des climato-sceptiques, comme si c'était deux points de vue égaux dans l'opinion. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme par rapport à la météo. Si vous avez d'un côté quelqu'un qui dit il fait beau et de l'autre côté quelqu'un qui dit non, il pleut, à un moment donné, si le public était formé et s'il y avait aussi dans les médias, je dirais, davantage de journalisme scientifique, on mettrait pas face à face le point de vue il fait beau face au point de vue il pleut, on irait simplement voir dehors le temps qu'il fait. J'ai envie de dire que c'est parfois un peu comme ça en matière d'information sur le changement climatique et que autant effectivement, il y a, je crois, nécessité d'armer le public et les journalistes face à cette connaissance-là, autant il faut aussi pouvoir dénoncer, je crois, davantage les conflits d'intérêts. S'il y a, quelque part, autant de scientifiques
qui ont quelque part promu des thèses qui niaient la réalité du changement climatique, je crois que c'est aussi parce qu'ils étaient parfois mus par des intérêts commerciaux ou industriels qui, quelque part, ou par des agendas politiques qui, quelque part, faisaient qu'ils n'acceptaient pas cette réalité scientifique. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir aussi démystifier en quelque sorte la science et accepter le fait que les scientifiques sont parfois aussi guidés par des agendas politiques, par des préférences personnelles, voire même, dans le pire des cas, par des intérêts financiers ou industriels. Alors, j'ai une dernière question un petit peu provocatrice avant de lancer le débat avec les festivaliers. Est-ce que le GIEC sert encore à quelque chose? Ça fait 30 ans maintenant que l'actualité, tous les 5 ans, est scandée par la remise de ces très gros rapports qui, jusqu'à présent, en 30 ans, n'ont pas eu un effet, disons, détectable sur les politiques publiques. Est-ce que ça sert encore à quelque chose que des gens comme vous consacrent beaucoup de temps à rédiger ces très grosses et très volumineuses expertises? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez encore dire en tant qu'expert qui pourrait déclencher une action politique, quelque chose que vous n'auriez pas déjà dit? Oui, c'est une vraie question existentielle que je me pose aussi. Et je me dis, est-ce que finalement, le rôle des rapports du GIEC qui sont publiés tous les 6 ou tous les 7 ans, est-ce que le rôle de ces rapports, c'est au fond de réduire encore un peu l'incertitude? Aujourd'hui, je dirais, sur la science du climat, bien sûr, il reste encore énormément d'inconnus, bien sûr, il reste encore énormément d'incertitudes, mais on a quand même l'impression que le gros de ce qui est contenu dans les rapports du GIEC était déjà présent dans le précédent rapport et qu'au fond, on a l'impression que la mission des rapports, en tout cas tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, consiste souvent, quelque part, à répéter ce qui était contenu dans le rapport précédent avec un taux d'incertitude qui soit réduit. Donc, on est de plus en plus certain de ce qu'on affirme. Et je pense effectivement qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se retrouver à imaginer qu'en 2087, on aura le 27e rapport d'évaluation du GIEC. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire autrement. Je crois toujours beaucoup à la nécessité d'avoir un panel scientifique international comme le GIEC pour documenter les effets du changement climatique. Simplement, je pense qu'il faut faire 2 choses à l'avenir. Premièrement, je pense qu'il faut davantage de rapports spécifiques sur certains sujets. On a encore certains sujets qui sont très très mal documentés, notamment en ce qui concerne les impacts humains du changement climatique sur la santé, sur les migrations, sur la sécurité, sur d'autres choses encore. Je pense qu'il faut absolument avoir davantage de rapports spéciaux sur ces sujets. Le problème, c'est que généralement, les gouvernements ne veulent pas en entendre parler parce que ce sont des sujets qui sont trop spécifiques. Si je prends le cas des migrations, par exemple, qui est évidemment un sujet qui a de plus en plus d'importance dans les rapports du GIEC, on est en train de préparer là le 6e rapport d'évaluation. On va avoir de la migration à peu près tous les étages, dans à peu près tous les chapitres. Mais pour autant, les gouvernements ne sont pas d'accord d'y consacrer un chapitre spécial parce qu'ils ont peur que ça heurte des sensibilités. Et donc, le résultat, c'est qu'on a une information qui va être très diluée plutôt que d'être rassemblée dans un seul chapitre. Donc, je pense qu'il faut, d'une part, avoir davantage de rapports sur des sujets spécifiques. D'autre part, et à mon avis, c'est une des grandes priorités, il faut pouvoir être davantage orienté vers les solutions. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une idée à peu près claire du monde vers lequel on ne voudrait pas aller, d'un monde qui soit ravagé par les impacts du changement climatique et par d'autres crises. C'est finalement le monde qui est décrit dans les rapports du GIEC. Il me semble qu'un problème et une des raisons des incertitudes de la période, c'est que nous n'avons pas encore véritablement de monde à mettre en face. En d'autres termes, vers où voulons-nous aller? Quel serait ce monde dans lequel nous aspirerions à vivre? On sait ce vers quoi on ne veut pas aller, mais on ne sait pas encore très bien ce vers quoi on peut aller. Et il me semble que, à l'avenir, on pourrait orienter davantage les rapports du GIEC, non plus à dépeindre les impacts du changement climatique uniquement, mais aussi à essayer de tracer les contours de cet avenir souhaitable. Et là, ça impliquerait effectivement un renversement complet de perspective. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail scientifique à faire qui nécessitera un panel international de chercheurs sur le changement climatique. Mais par contre, je pense qu'on ne peut pas continuer encore longtemps à faire les choses exactement comme on le faisait dans le passé. Très bien, je crois que Odile Deplat va nous rejoindre avec quelques questions des festivaliers. Bonjour, bonjour François Gémen. Bonjour Odile. Et merci aux festivaliers qui commencent à poser leurs questions. On en a plusieurs.
Alors, justement, sur le monde d'après, Chloé et Marion demandent quels sont des conseils très pratiques, finalement, qu'elles pourraient appliquer. Donc, Chloé, quels conseils pourriez-vous donner aux citoyens pour réduire leur empreinte carbone tous les jours? Et puis, une question de Marion qui est assez proche, qui se demande si consommer des produits de l'autre bout du monde est bien raisonnable et si on peut consommer court, avec des circuits courts, local. Est-ce que le changement ne passe pas par une modification des habitudes des citoyens? Par exemple, circuler à vélo dans Paris. Je vais commencer par la deuxième question. Le changement commence effectivement par une modification des habitudes des citoyens. Et c'est important qu'on utilise ce terme de citoyen plutôt qu'uniquement le terme de consommateur. Ce qui me frappe, c'est combien, lorsqu'on a communiqué aux gens quant à la manière dont ils pouvaient agir concrètement contre le changement climatique, on leur a souvent parlé comme s'ils étaient uniquement des consommateurs et comme si leur empreinte carbone dépendait uniquement de leur choix de consommation. Or, on sait que selon les pays, les choix individuels de consommation déterminent entre 15 et 40% des émissions de gaz à effet de serre. En France, par exemple, pendant le confinement, c'est-à-dire que lorsque tous les transports ou quasi étaient à l'arrêt et que la consommation s'est considérablement réduite, on estime que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 30%. Dans le monde, on estime que sur l'année 2020, les émissions de gaz à effet de serre baisseront entre 5 et 8%. Alors on peut se dire finalement, c'est quand même pas grand-chose par rapport à une situation où pendant 2 mois, la moitié de l'humanité a été à l'arrêt. La réalité, c'est que le fait que la baisse des émissions de gaz à effet de serre soit finalement assez faible à l'échelon mondial pour l'année 2020 révèle que la plupart des causes du changement climatique sont des causes structurelles dans l'organisation de nos sociétés et dans l'organisation de nos économies. Et je pense que trop souvent, on a dit aux gens ce qu'ils pouvaient faire en tant que consommateurs, et la plupart des gens savent aujourd'hui ce qu'ils peuvent faire en tant que consommateurs, effectivement acheter des fruits et légumes de saison, se déplacer davantage à pied ou en vélo plutôt que en avion ou en voiture. Mais je crois qu'on n'a pas suffisamment insisté sur ce qu'ils pouvaient faire aussi en tant que citoyens. C'est-à-dire comment ils pouvaient peser sur les choix collectifs que nous faisons. Un exemple que je donne souvent, c'est la question de l'épargne. Comme je l'ai dit un peu plus avant dans notre échange, une grande part de l'empreinte carbone des gens aujourd'hui, elle se trouve dans leur épargne, mais ils n'en sont pas conscients. Et là, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire ensemble, en quelque part remobilisant leur épargne. Et moi, je suis frappé du fait que très souvent, lorsque je donne des conférences, beaucoup de gens me disent « Oh là là, mais tout ça, ça nous dépasse, c'est décidé par les gouvernements, c'est décidé par les multinationales. » Je suis désolé, mais le problème en démocratie, c'est qu'on est aussi un peu comptable, chacun et chacune, de l'action de nos gouvernements, puisque ces gouvernements sont élus. Et les multinationales, parmi les multinationales qui sont les plus destructrices pour le changement climatique, mais je suis désolé de le dire, mais beaucoup de ces multinationales sont françaises. Renault-Nissan, numéro 1 mondial de l'automobile, Lafarge, numéro 1 mondial du ciment, Carrefour, je pense, numéro 2 ou numéro 3 mondial de la distribution, sans compter les grandes banques, Société Générale ou BNP Paribas que j'ai mentionnées. Et donc, autant si on habite à Sao Tomé et Principe, ou si on habite en République centrafricaine, on peut se dire, oui, mais ça, c'est décidé par les gouvernements, c'est décidé par les multinationales, et moi, je n'ai pas de prise sur ça. Et si vous vivez en dictature, c'est vrai, mais si vous vivez en démocratie, vous pouvez pas dire, je n'ai pas de prise sur ce que fait le gouvernement, je n'ai pas de prise sur ce que font les grandes entreprises de mon pays. Et donc, je pense que vraiment, un défi considérable dans la lutte contre le changement climatique, c'est de réconcilier les actions qu'on peut faire en tant que consommateur avec les gestes qu'on peut poser en tant que citoyen, c'est-à-dire aligner nos choix collectifs sur nos choix individuels. Et c'est pour ça, je crois, que la lutte contre le changement climatique passera aussi par la résolution de la crise de la démocratie représentative dans laquelle on est pour le moment. Beaucoup de gens ne se sentent plus représentés dans les institutions, ont l'impression qu'ils n'ont plus leur mot à dire, qu'ils n'ont plus voix au chapitre sur les grands choix collectifs que fait le pays ou que font les entreprises. Et je pense que vraiment, il faut absolument résoudre cette crise de la démocratie représentative si on veut pouvoir peser sur le changement climatique en tant que citoyen. Dernier point sur lequel je veux insister, c'est sur la nécessité de mieux informer les gens quant aux endroits où se trouve leur empreinte carbone. Je suis très frappé, par exemple, dans le contexte professionnel, c'est une petite chose, mais très révélatrice, du nombre d'emails qui portent encore au bas de l'email la mention « Pensez à l'environnement, n'imprimer cet email que si nécessaire ».
c'est complètement absurde. Ça sous-estime complètement l'impact du numérique et notamment des solutions de stockage en ligne, donc du cloud, sur le changement climatique. En réalité, si vous habitez en Europe, il est bien plus écologique d'imprimer votre email et puis de l'effacer plutôt que de le garder stocké en ligne pendant des années et des années. C'est un tout petit exemple, et bien entendu, c'est pas juste un email qui va sauver le monde, mais je pense que ça souligne bien à quel point les gens, parfois, ne se rendent pas compte des endroits où se trouve réellement leur empreinte carbone. Ce que vous êtes en train de dire, c'est tout à fait radical et révolutionnaire. Vous dites, en gros, tout ce discours ambiant sur le fait qu'on est tous responsables individuellement par nos petits gestes, etc., du changement climatique, en réalité, c'est un discours qui est trompeur, et qu'au lieu d'essayer d'agir à notre modeste mesure en prenant le vélo, etc., en fait, il faut voter, quoi. C'est effectivement, je pense que l'instrument le plus radical pour lutter contre le changement climatique, ce n'est pas le vélo, ce ne sont pas les fruits et légumes de saison, c'est le bulletin de vote, c'est l'endroit où se trouve votre épargne, c'est ce que vous allez regarder à la télévision ou les journaux que vous allez lire. En d'autres termes, c'est ce que vous allez faire en tant que citoyen. Et je pense que ça n'a pas été suffisamment dit. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que tout ce qu'on peut faire dans nos comportements individuels de consommation est inutile. Je ne voudrais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Ça reste des choix importants et nécessaires, mais qui ne sont pas suffisants. Et si on n'agit pas aussi en tant que citoyen, ça ne sera jamais suffisant. Alors, j'ai une question de Charlotte liée à l'éducation, justement, qui demande pourquoi le GIEC ne pourrait pas travailler avec les ministères, notamment de l'enseignement, pour permettre de mieux mettre en valeur, mieux enseigner ou transmettre, ces valeurs de protection et didactiser vos connaissances scientifiques à l'école ou dans les musées. On pourrait, et je veux dire que c'est quelque chose qui est de plus en plus en train d'être fait dans de plus en plus de pays. Les programmes scolaires sont en train d'être revus. En France, il y a un gros travail qui était fait, notamment dans les programmes scolaires de SVT au lycée, qui maintenant effectivement intègre la question du changement climatique, et c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute encore davantage un plus gros travail de vulgarisation scientifique à faire, et aussi un plus gros travail, il faut bien le dire, parfois de pédagogie, y compris au sein même du monde de la recherche. Pour un certain nombre de chercheurs, la vulgarisation scientifique, ça reste encore un gros mot, et des chercheurs qui, quelque part, s'abaissent à aller discuter de la science dans des médias populaires ou parfois dans des endroits où on ne les attend pas. Pour certains chercheurs, ça reste encore parfois une sorte d'hérésie et, comme je le disais, considèrent que les chercheurs qui vont parler, je dirais, 30 secondes sur une chaîne info, s'abaissent quelque part et abaissent la science. Je pense que c'est pas du tout le cas. Et je pense qu'au contraire, un défi, c'est de rendre la science accessible au plus grand nombre, et donc que ça implique de parler à tout le monde, y compris sur des chaînes d'information en continu, y compris dans des médias de divertissement. Vous savez, au GIEC, par exemple, c'était une longue bataille que pour faire intégrer dans les équipes des graphistes qui puissent travailler sur les cartes et sur les graphes qui sont publiés dans les rapports, de manière à ce que ces cartes et ces graphes soient plus lisibles et plus intelligibles par la population. Et évidemment, ce qu'on gagne en lisibilité et en simplification, on le perd aussi un peu en complexité, mais je pense que c'est quelque part un trade-off, comme on dit, qu'il faut pouvoir accepter. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, cette question de l'éducation, qui passe pas uniquement par les écoles, mais qui passe, je pense, par une communication au plus grand nombre, est vraiment très, très importante. Mais je pense que vraiment, c'est un point sur lequel on fait des progrès chaque année. Alors, par rapport au GIEC, j'ai une question très simple. Mais comment devient-on membre du GIEC ? Alors, comment est-ce qu'on devient membre du GIEC ? On est choisi. C'est un processus qui est en 2 étapes. Une première étape, c'est que l'ensemble des gouvernements qui sont membres du GIEC, puisque le GIEC est une organisation intergouvernementale qui rassemble la quasi-totalité des gouvernements de la planète, les gouvernements vont lancer un appel à leurs chercheurs en disant qui serait intéressé, qui se porterait volontaire pour faire partie du GIEC. Et à ce moment-là, les chercheurs envoient leur CV à leur gouvernement, et sur la base des CV reçus, les gouvernements vont faire une sélection, donc ce qu'on appelle une shortlist, et vont communiquer cette sélection au bureau du GIEC. Le bureau du GIEC va ensuite examiner ces CV de la part de tous les gouvernements, ces propositions des gouvernements, et va faire son choix en fonction de plusieurs critères. Le premier critère, c'est un critère d'excellence scientifique, et puis il y a d'autres critères qui interviennent aussi, des critères d'équilibre géographique, des critères d'équilibre homme-femme, des critères d'équilibre jeune-vieux,
Et donc, à partir de là, on va constituer l'ensemble du groupe d'auteurs du GIEC. Donc, on va avoir essentiellement deux catégories de membres du GIEC. On va avoir des auteurs principaux, c'est-à-dire ceux qui vont écrire les chapitres, et puis on va avoir des auteurs coordinateurs, c'est-à-dire ceux qui vont coordonner les différents chapitres des rapports du GIEC. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on devient auteur du GIEC. Je dois préciser que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et pour lequel on n'est pas payé, contrairement à ce que croient beaucoup. Alors, est-ce que vous ne croyez pas d'ailleurs que cette implication des gouvernements qui chapeautent un petit peu le fonctionnement du GIEC, le choix des auteurs, comme vous l'avez dit, est-ce que ça ne nuit pas un petit peu à la crédibilité de cet organe d'expertise? Vous avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure que, par exemple, vous, en tant que chercheur, vous auriez aimé voir un chapitre consacré exclusivement à la question des migrations environnementales, et en particulier celles qui sont déterminées par le changement climatique, mais que ce chapitre, pour différentes raisons qui manifestement ne sont pas uniquement scientifiques, n'existe pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt finalement à extirper le GIEC de l'influence des gouvernements et de la manière dont ils mettent tout ça en musique? Le GIEC, c'est une organisation hybride. C'est à la fois une organisation scientifique, mais c'est aussi une organisation intergouvernementale. Le I de GIEC, il ne veut pas dire international, il veut dire intergouvernemental. Ça veut dire qu'effectivement, les gouvernements ont un droit de regard sur les rapports et que même le résumé à destination des gouvernements, même si ça en choque beaucoup, c'est un résumé qui est négocié avec les représentants des gouvernements et que parfois, les représentants des gouvernements souhaitent que telle ou telle information ne figure pas dans le résumé ou souhaitent que parfois telle ou telle information soit, entre guillemets, un peu mise sous le tapis ou ne soit pas affichée de façon trop visible, comme c'est le cas pour les migrations, par exemple. Alors, on pourrait se dire, effectivement, comme vous le dites, Stéphane, est-ce que finalement, le GIEC ne gagnerait pas à devenir une organisation purement scientifique et à quelque part à se détacher complètement de l'emprise des gouvernements? Oui et non. Je pense que le GIEC, il gagnerait sans doute un peu en crédibilité scientifique, mais par contre, il y perdrait énormément en influence politique, puisque le principe des rapports du GIEC, c'est que ce sont aussi ces rapports qui servent de fondation scientifique, de base scientifique aux négociations internationales sur le climat. Et que donc, pour que ces rapports puissent effectivement servir de base scientifique, il faut qu'ils soient approuvés par l'ensemble des gouvernements. Et je dirais, ce qui leur donne une grande force politique et une grande force dans le débat public aussi, c'est que ces rapports ont été approuvés par l'ensemble des gouvernements et que donc plus personne ne peut arriver à la négociation en remettant en cause le rapport du GIEC puisque c'est quelque chose qu'ils ont déjà approuvé. Et ce qui donne, je crois, une très grande force dans le débat public au rapport du GIEC, c'est le fait que tous les gouvernements, y compris les plus climato-sceptiques, aient toujours adopté l'ensemble des rapports du GIEC. Il est certain que si on s'écartait définitivement de cette influence des gouvernements, il est certain que le GIEC deviendrait une organisation purement scientifique. Mais à ce moment-là, ça veut dire aussi qu'au moment des négociations internationales sur le climat, chacun pourrait venir avec ses propres experts, chacun pourrait venir avec sa propre science et on serait dans des batailles scientifiques dont on ne sortirait pas. Je pense qu'il y a quand même une grande vertu dans le fait que les rapports du GIEC représentent à la fois un consensus scientifique, parce que les scientifiques gardent évidemment leur mot à dire, mais aussi un consensus politique. Si on veut de la science pure, j'ai envie de dire, il faut à ce moment-là se tourner vers les revues et les journaux scientifiques. Merci. J'ai une question de Ahmed Azouz qui porte sur le tapis roulant de l'océan. Il demande qu'en est-il du tapis roulant de l'océan? Alors, est-ce que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde sait bien ce que c'est. Peut-être que vous pouvez l'expliquer, François Gémen. Alors moi, ce que je comprends du tapis roulant de l'océan, c'est que c'est un mouvement maritime océanique. Je crois presque qu'on en parle dans le film Nemo de Pixar, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Oui, alors ici j'imagine qu'on va parler des questions de. Je dois dire, c'est pas exactement mon domaine et un océanographe serait sans doute plus capable que moi de répondre à cette question, mais j'imagine qu'on parle ici des problèmes de pollution plastique et du fait qu'effectivement il y a certains grands courants dans les océans mondiaux. Il y en a 6 ou 7 aujourd'hui qui vont charrier de très grandes quantités de plastique. Et on va se retrouver avec ce qu'on appelle parfois des continents de plastique, donc qui flottent à la surface et qui vont être pris dans ces grands tapis roulants, dans ces grands courants qu'on appelle des gyres. Et aujourd'hui, effectivement, cette pollution plastique est un gros problème. Mais j'ai envie de dire, ce qu'on sous-estime complètement,
c'est aussi la quantité de pollution plastique qui se trouve dans les bas-fonds océaniques et qu'on ne pourra là jamais récupérer et qui est encore beaucoup plus importante que la pollution qu'on va retrouver dans ces gyres océaniques, donc dans ces grands courants circulaires. Et alors, toujours à propos de l'océan, une question de Charles Tegboz. Je rappelle que c'est la journée mondiale des océans demain. Serait-il possible d'instaurer une taxe carbone pour inventer le fret à voile? Oui, c'est-à-dire qu'on peut mettre une taxe carbone sur beaucoup de choses. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des possibilités de fret à voile qui semblent effectivement de plus en plus prometteuses d'un point de vue technologique. Effectivement, moi, je crois beaucoup à la nécessité de mettre en place des taxes carbone aux frontières. Et je pense que la crise actuelle était potentiellement l'occasion de mettre en place une taxe carbone aux frontières extérieures de l'Union européenne et même des publications plutôt libérales et plutôt généralement hostiles à l'impôt, comme The Economist, par exemple, sont désormais favorables à ce type de taxe. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourrait faire une différence substantielle, notamment pour stabiliser le prix du carbone, qui est aujourd'hui un impératif dans la lutte contre le changement climatique. Pour revenir au fret à voile, effectivement, c'est quelque chose qui serait susceptible, je dirais, de donner un gros coup de pouce au fret à voile et de le rendre plus compétitif par rapport au fret maritime ou au fret aérien. Et donc, effectivement, si on mettait une taxe carbone quelque part qui permettrait d'internaliser, c'est-à-dire d'intégrer le coût environnemental des produits dans le prix de ces produits, effectivement, je pense que toute une série de solutions plus écologiques comme le fret à voile deviendrait beaucoup plus compétitive en termes de prix. Et alors, au sujet de tout à l'heure des discussions sur la démocratie, qu'est-ce que vous pensez des systèmes comme la Convention citoyenne sur le climat qui s'est installée en France, enfin, qui a eu lieu en France? Je dirais que c'est une bonne chose. C'est un dispositif que je soutiens, notamment parce que ça permet d'une certaine manière de renouveler un peu le jeu démocratique et quelque part ça permet d'inventer de nouvelles institutions démocratiques. Par contre, là où je mets en garde par rapport à des dispositifs comme la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne une sorte de parlement bis. Au fond, quelque part, la nécessité de mettre en place des assemblées avec des citoyens tirés au sort, c'est aussi un terrible aveu d'échec de nos démocraties représentatives, puisqu'au fond, le Parlement est déjà censé être représentatif de la population. Et le problème aujourd'hui, et ce qui fait la nécessité quelque part d'avoir d'autres formes d'institutions représentatives, c'est que les gens ont l'impression que le Parlement n'est plus du tout représentatif de la population. Et donc, quelque part, dans la Convention citoyenne pour le climat, il y a quelque part en creux l'aveu d'un terrible échec de la démocratie représentative, de son échec à représenter fidèlement la population. Et je crois qu'il faut pouvoir s'interroger là-dessus. Et il faut surtout éviter, je dirais, que quelque part, la Convention citoyenne ne produise la même chose que ce qu'aurait produit un Parlement. Et parfois, je suis parfois un petit peu inquiet, effectivement, en voyant l'évolution des travaux de la Convention citoyenne sur le climat, qu'émerge une certaine forme de consensus. On a l'impression quelque part que tous les citoyens de la Convention parlent d'une même voix et que finalement on peut tirer n'importe lequel des 150 citoyens au sort et qu'on aura globalement le même discours et qu'on va avoir des propositions relativement consensuelles qui font en sortir. Je pense qu'il faut admettre le fait que l'écologie n'est pas quelque chose de consensuel et que maintenant que les questions du climat et plus globalement d'environnement, je dirais, entrent de plein pied en démocratie et dans le débat public, et notamment grâce aux mobilisations des jeunes et des étudiants qui ont été tout à fait importantes et décisives pour cela, je pense qu'il faut accepter le fait que tout le monde n'a pas le même avis quant aux solutions à mettre en œuvre, qu'il y a des solutions de gauche et des solutions de droite, et que tout ça est profondément politique, et que donc il est normal qu'il n'y ait pas de consensus naturel, et c'est pour ça, je crois qu'il faut travailler à la construction d'une majorité démocratique sur ces sujets. Et à l'heure actuelle, cette majorité démocratique n'existe pas encore. Je pense malgré tout qu'on progresse, trop lentement sans doute, mais effectivement, ce qui m'inquiète dans la Convention citoyenne pour le climat, c'est le côté de plus en plus consensuel qu'elle a et la manière dont on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de conflit, en tout cas ouvert, entre les différents citoyens. Et je pense qu'il est très important que puisse, au sein de ces 150 citoyens, s'ils sont vraiment représentatifs de la population, que des opinions diverses puissent s'exprimer et qu'il puisse, in fine, y avoir un vote.
Alors, moi, j'ai une question aussi, toujours à propos de cette façon de représenter l'opinion des gens et puis d'essayer d'agir sur à la fois leur comportement et la manière dont ils prennent en compte ou non le problème. Vous avez été très critique il y a quelques semaines par différentes tribunes de presse, en particulier l'une avec tout un tas de célébrités qui, dans un texte extrêmement bref, d'ailleurs extrêmement lapidaire, appelaient à une prise en compte de ces questions environnementales et climatiques en particulier. Qu'est-ce qui est choquant à ça, finalement? Est-ce que des gens, des célébrités qui sont admirés par des millions de personnes, voilà, prennent une position, certes lapidaire, certes simpliste, pour voilà, entraîner derrière elle l'opinion à simplement prendre en compte ces questions, ces problèmes? Je pense que c'est important que des célébrités ou des personnalités publiques s'expriment dans le débat public, y compris sur des questions qui dépassent leur domaine, qui dépassent la chanson ou qui dépassent le cinéma. Et donc, c'est des prises de position que moi, je trouve importantes et je me réjouis que des artistes puissent prendre position sur les grands sujets de société. Simplement, lorsqu'ils le font, je pense qu'ils ont une responsabilité de prendre un engagement réel qui soit pas juste un engagement cosmétique, de façade et archi-consensuel. Et ce que j'ai reproché à la tribune carte postale qui était parue dans Le Monde, comme à d'autres prises de parole, c'est que quelque part, on a souvent l'impression que les slogans ont remplacé les idées et que les hashtags remplacent les propositions concrètes. Et donc, moi, ce que je déplore, c'est effectivement le fait qu'il y avait une sorte de posture un peu donneuse de leçons qui, pour certains, je crois, n'était pas véritablement sincère et surtout était formidablement creuse. Et donc, je pense que quelque part, ça abîme le combat de tous ceux, y compris de certaines personnalités publiques qui s'engagent sincèrement sur ces causes, si simplement on a le sentiment quelque part d'une signature un peu creuse, finalement, qui n'engage à rien, simplement parce qu'elle est consensuelle un peu dans l'air du temps. Et donc, je crois que autant il est important que les célébrités s'engagent, autant si elles s'engagent, je crois qu'il faut qu'elles le fassent vraiment et sincèrement et pas quelque part derrière, et ne s'abritent pas derrière des formules creuses. Je pense honnêtement que beaucoup de célébrités n'avaient même pas lu le texte et l'avaient simplement fait signer par leur attaché de presse. Moi, je me suis posé une question en préparant cette conférence, hein, si c'était pas angoissant de préparer, d'écrire l'Atlas de l'Anthropocène comme vous l'avez fait, parce que vous avez écrit ce livre qui recense tout l'impact de l'activité humaine depuis des siècles. Et qu'est-ce que vous ressentiez à la fin? On peut ressentir facilement un sentiment d'abattement. C'est vrai que c'est des informations. Quand on écrit l'Atlas, effectivement, l'idée c'était de mettre ensemble toute une série d'informations et de chiffres que l'on connaissait déjà et de montrer comment ils étaient reliés les uns aux autres, comment ils se répondaient mutuellement. Et c'est vrai que en les compilant et en les mettant tous ensemble, ça donne parfois un sentiment d'abattement. Mais en même temps, si on veut voir le verre à moitié plein, on se rend compte qu'en fait, un levier qu'on peut actionner sur un sujet permet aussi de faire avancer, de faire progresser d'autres sujets. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans l'Atlas, c'était en même temps que d'exposer quelque part l'ampleur du problème à résoudre, c'était de montrer chaque fois quelles étaient les solutions. Et je pense qu'effectivement, donner à voir un problème, ça permet aussi de construire une représentation commune de ce problème et donc de construire un moyen d'en sortir. Mais il reste évidemment que la situation est assez dramatique, mais je pense que pour pouvoir travailler à sortir de cette situation, à résoudre le problème, il faut d'abord avoir sous les yeux l'étendue du problème et que quelque part, si on cherche à minimiser le problème, on aura des solutions qui seront caduques. Merci. Alors, je voulais annoncer au sujet des solutions que Willow Green organise aussi des conférences cet après-midi, notamment une organisée avec Change Now, qui cherche peut-être les solutions à cela. Et la conférence de cet après-midi est liée à l'océan, puisque je le rappelle, demain, c'est la journée mondiale de l'océan. Donc, vous pouvez nous retrouver à partir de 16h à ce sujet. Peut-être une dernière question avant de passer la main, toute simple et un peu personnelle. Est-ce que vous êtes encore optimiste? Oui. Je ne cache pas que je l'étais bien davantage il y a encore
un an devant les mouvements de jeunes. Ça doit faire une quinzaine ou une vingtaine d'années que je travaille sur ces questions. Ça doit faire facilement une quinzaine ou une vingtaine d'années que je suis extraordinairement pessimiste sur ces questions parce qu'effectivement, j'avais l'impression que c'était des questions qui ne rentraient pas assez dans le débat public. J'avais l'impression que c'était des questions qui ne suscitaient pas suffisamment d'opposition, qui ne suscitaient pas suffisamment de débat, qui ne devenaient pas des enjeux de campagne prioritaires. Et j'ai l'impression effectivement que sous l'impulsion des jeunes, de Greta Thunberg, mais de beaucoup d'autres, sont nés toute une série de mouvements qui ont véritablement intégré la dimension profondément politique de ces questions, qui ont réalisé que ce n'étaient pas juste des questions d'environnement, mais des questions politiques de premier plan. Et donc, lorsque j'ai vu que quelque part, ces sujets sur le climat ou sur la biodiversité, qui jusqu'ici étaient en bas de classement des enquêtes d'opinion sur les sujets qui préoccupaient le plus les gens, et lorsque j'ai vu ces sujets remonter à la faveur des manifestations pour le climat, lorsque j'ai vu véritablement ces questions qui entraient de plein pied dans le débat public et dans nos démocraties, j'avoue que je me suis trouvé plus optimiste, ou disons moins pessimiste que je ne l'étais. J'ai très peur que la crise actuelle, effectivement, ne fasse à nouveau passer ces questions au second plan. J'espère au contraire que nous pourrons saisir l'opportunité de tirer les leçons que nous offre cette crise. Il y a de très belles leçons sur notre capacité à agir de façon radicale, sur les leçons de solidarité que nous sommes donnés à nous-mêmes, puisque nous avons finalement créé une crise économique artificielle pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. J'espère que nous pourrons tirer les leçons et que quelque part, ces enjeux ne repasseront pas au second plan. Donc voilà, j'étais encore très optimiste jusqu'à l'arrivée du coronavirus. J'espère que le coronavirus ne me fera pas replonger dans le pessimisme. Merci beaucoup, François Gémen. Merci infiniment de cette conversation passionnante. Et on passe la main à Julien Bouissou qui reçoit Vandana Shiva et Lionel Astruc.